Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au Sénégal, un pays sur les tropiques, très beau, un pays très attrayant, dans lequel on trouve aussi des difficultés politiques comme partout ailleurs en Afrique. Pour parler du Sénégal aujourd'hui, nous recevons Tidiane Sall, qui est du mouvement politique La République des Valeurs. La République des Valeurs, qu'est-ce que c'est? Il va nous en dire un mot. Ensuite, nous évoquons avec lui d'autres éléments comme les éléments de divergence entre Macky Sall et Thierno Alassane Sall, ancien ministre démissionnaire de Macky. Nous évoquerons également la dette du Sénégal qui aujourd'hui est exponentielle et qui est fustigée par le FMI, le même FMI qui a lui distillé de bons points. Nous évoquerons également les élections locales qui arrivent bientôt. Nous évoquerons le presque troisième mandat qui est en train de se dessiner au Sénégal, comme si c'était une épidémie en Afrique. Bonjour Tidiane, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Mofo. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. On va bien, on va très bien. Bon. Donc, sachez que JMTV+, c'est la maison de tous les Africains, de tout le monde. Même le diable, s'il existe à sa place ici, à condition de répondre à mes questions. Vous comprenez? Donc, on est là pour ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons en profiter pour saluer Monsieur Thierno Alassane Sall, par qui je vous ai connu, par qui vous êtes là, on va dire ça comme ça. C'est ça. Très bien. Juste à côté de vous, West Fosso, voilà, chers téléspectateurs, vous connaissez West Fosso, qui nous revient avec un album. Voilà, il va nous faire un avant-goût avant son bœuf bourguignon qui est programmé dans les prochaines semaines. Voilà. Salut West. Yeah, salut. Comment ça va? Yeah, ça va. Tidiane Sall, c'est quoi la République des Valeurs? Qu'est-ce que c'est? Bon, la République des Valeurs, c'est un mouvement politique sénégalais. On a aujourd'hui, on peut dire qu'on a à peu près 3 ans, 2 ans et quelques, depuis 2017. C'est un mouvement politique qui a été initié par Thierno Alassane Sall et d'autres, suite à sa démission du gouvernement de Macky Sall. Pourquoi? Parce que Thierno Alassane Sall fait partie des fondateurs de l'APR, donc le parti politique aujourd'hui qui est au pouvoir avec sa coalition, qu'on appelle un peu Benno Yakar. La base d'adhésion de Thierno, comme beaucoup d'entre nous, enfin moi j'ai jamais été de l'APR, pourquoi en tout cas on a voté pour Macky Sall, pourquoi certains à l'époque avaient décidé de rejoindre Macky Sall. Si vous vous souvenez bien, jusqu'en 2012, on avait le président Abdoulaye Wade. Tout à fait. Voilà, qui avait fait 2 mandats, donc qui avait remplacé Abdou Diouf, donc le parti socialiste qui était resté pratiquement au pouvoir presque pendant 40 ans. Oui, comme un peu partout en Afrique. Comme un peu partout en Afrique. Il y a eu un ral-le-bol de l'ancien régime, le régime socialiste. À un moment donné, je pense que tout le monde s'est mis, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, en fait pratiquement toutes les composantes importantes politiques, tous les acteurs politiques importants au Sénégal, en termes de mouvement, avaient décidé à un moment donné de se mettre avec Abdoulaye Wade, justement pour mettre fin à ce régime. Au régime de... Au régime d'Abdou Diouf. D'Abdou Diouf, voilà. Très bien. Jusque-là... Jusqu'ici c'est clair, Wade a été élu. Au début il a gouverné bien sûr avec ceux qui l'ont accompagné. Bon, il y avait une composante qui était assez importante de la gauche sénégalaise de l'époque. Pourquoi j'en parle? Parce que si on regarde au bout du compte, si on cartographie, on retrouvera toujours les mêmes acteurs, toujours ici. Ouais. Voilà. Et Wade est resté au pouvoir pour 2 mandats. On sait ce qui s'est passé quand il a voulu se présenter pour un troisième mandat. Vous avez dit non, les Sénégalais ont dit... Le peuple sénégalais a dit non, de façon spontanée, tout le monde est allé dans la rue. Ils ont dit non. Voilà. En ce moment-là, il a reculé, évidemment. Il s'est présenté, il a été battu, ce qui est rare d'ailleurs en Afrique et ce qui est rare d'ailleurs dans le monde de façon générale. Parce qu'au 2e tour, il avait perdu quand même, je pense qu'il avait juste pu recueillir à peu près 34% des voix du peuple sénégalais, ce qui est rare. D'habitude, un gouvernement sortant, la plupart du temps, on sait que s'ils perdent, ils sont dans les 40, 48, 49. Donc ça exprimait... Quand il arrive de perdre, bien sûr. Voilà, s'il arrive de perdre. Et ça, c'est l'expression réelle d'un ras-le-bol des Sénégalais par rapport à ce régime.
Et vous? Je ne reviens pas sur le passé, il y avait des questions de dévolution monarchique du pouvoir, il y avait toujours ces logiques d'accaparement de richesses qui étaient devenues quelque chose de normal, entre guillemets. Plus ou moins de normal. Le peuple a voté, le peuple s'est exprimé en ce moment et Wade est parti. Macky Sall est arrivé, soutenu par la majorité du peuple. Pourquoi? Parce qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, tout le monde s'est rangé derrière lui. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Je pense que le peuple sénégalais n'aurait pas pu comprendre qu'il y ait des mouvements, à part quelques petites organisations qui ont décidé de soutenir Abdoulaye Wade, dont feu Djiboka. Tout le monde s'est rangé et Macky Sall a pu être élu. Alors, un petit rappel historique, c'est assez important. Macky Sall, c'est quelqu'un qui a été Premier ministre du Président de la République, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui faisait partie des cadres, ou qui a été même responsable des cadres à un moment donné du Parti démocratique sénégalais. Donc lors du deuxième mandat d'Abdoulaye Wade, évidemment, le fils de Wade, que tout le monde connaît, Karim Wade, prenait de plus en plus pouvoir. À un moment donné, on disait au Sénégal, c'est le ministre de terre, mer, voilà, c'était un peu un vice-président ou un premier ministre, voilà, non officiel certes, mais c'était le cas. Donc il y avait une volonté certes de l'évolution monarchique du pouvoir, et c'est dans ces conditions que Macky Sall, en fait, a été remercié par le président de la République. Il est tombé en disgrâce, on va dire. Il est tombé en disgrâce. En ce moment-là, il a décidé évidemment de se lancer, de monter son organisation politique, son mouvement politique, c'est ce qu'il a fait. Et en ce moment précis, il y a quelque chose d'important quand même qui s'est joué. C'est qu'il y avait beaucoup de gens, certes, qui l'ont rejoint, mais surtout il y avait énormément de Sénégalais qui ne faisaient plus de politique. Ils n'avaient plus d'action politique au sens structuré, au sens ils étaient dans des organisations politiques, ils avaient un projet qu'ils défendaient publiquement. Donc il y a eu énormément de gens qui l'ont rejoint, dont Thierno Alassane Sall, qui était là dès le départ. Bon. On avait trouvé que c'était un acte noble, c'était un acte peut-être patriotique. C'est quelqu'un en ce moment-là qui est parti, qui s'est dévêtu de tous ses mandats, qui a démissionné et qui a décidé de mettre en place un mouvement. Et c'est comme ça que Thierno l'a rejoint, c'est comme ça que Thierno Alassane Sall et d'autres ont participé à la construction du parti, oui, à mettre en place le parti. Il y avait quelques principes assez importants en ce moment-là. On était tous d'accord qu'il fallait une réelle rupture. Il fallait qu'on arrête ce cycle des alternances de personnes, mais il fallait une réelle rupture du système, de la pratique politique au Sénégal, de la pratique de gestion économique au Sénégal. Après Wade, c'est ça réellement que je pense à l'époque l'APR appelait. Et cette rupture-là, elle n'est pas là. L'autre rupture, c'est que je vais devoir vous couper car ma question était qu'est-ce que c'est que la République des valeurs? Je vous ai laissé évoluer parce que c'est pertinent ce que vous dites. La République des valeurs aujourd'hui, c'est un mouvement politique créé par Thierno Alassane Sall. C'est bien cela. Oui. C'est un mouvement politique. Absolument. C'est un mouvement qui marche, qui court, qui fait quoi? C'est un mouvement qui se construit. On est un mouvement très jeune. Ça ne marche pas parce que je connais un mouvement qui marchait ici en France, maintenant ça arrive au pouvoir. Donc votre mouvement marche ou bien court? Pour moi, ça marche parce que, ça marche. En fait, vous savez, la construction politique, la démarche politique, c'est quelque chose de long. Surtout, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Comme je vous ai dit, nous, on n'est pas dans des jeux d'alternance pour arriver coup au pouvoir. S'il faut aller au pouvoir, juste pour aller au pouvoir, je pense que c'est pas ça le moteur de l'essentiel, la base d'adhésion en tout cas de moi, de ceux que je vois, de ceux qui nous ont rejoints, c'est des gens qui sont plutôt convaincus. Et c'est des gens qui viennent pour des idées. C'est des gens qui viennent pour une alternative. La République des valeurs, c'est un mouvement très jeune. Très jeune, parce que bon, 3 ans, c'est pas vraiment... Je viens de vous dire qu'il y a quelqu'un qui n'avait même pas 3 ans ici, qui s'est mis à marcher, et enfin a couru, a fait du marathon et est arrivé à l'Élysée. Oui. Donc ne vous inquiétez pas, si le vôtre... Bon, déjà, c'est pas la même chose, c'est pas la même configuration, c'est pas le même contexte, c'est pas le... sociologiquement, voilà, le Sénégal est différent. C'est pas en France. Bon, on va pas refaire le débat de ce qui s'est passé ici. La République des valeurs, c'est un mouvement sénégalais, c'est un mouvement patriotique. C'est un mouvement qui veut réellement marquer une véritable rupture. Marquer une rupture, je vais revenir sur 5 principaux
5 paramètres assez importants pour nous. D'accord, allez-y. Le premier paramètre, c'est de la refondation politique. La refondation politique. Tout à fait. On a fait un diagnostic assez simple. Quels que soient ceux qui vont venir au pouvoir, si on ne retravaille pas comment renforcer nos institutions, comment renforcer la démocratie, comment renforcer la transparence, comment redonner au peuple légitimement le moyen de contrôler et comment faire de sorte que les gens puissent rendre compte quand ils sont là, on n'arrivera à rien du tout. Il y a eu les Diouf, le régime socialiste 40 ans, il y a eu Abdoulaye Wade. Oui, évidemment, après le départ d'Abdoulaye Wade, on a pris quelques ans, légitimement ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été une instrumentalisation politique. Et les mêmes pratiques qu'on reprochait à Wade à l'époque sont là. Il n'y a pas de transparence. Il y a les logiques d'accaparement de richesses sont toujours là. Je vais en politique, je vais avec le régime qui est au pouvoir pour pouvoir capter les richesses du peuple sénégalais. Je vais avec Macky Sall, avec l'APR, avec le système qui est actuellement aujourd'hui ici. Je sais que demain, je ne suis pas obligé de rendre compte. Tant que je suis dans les grâces du président de la République, tant que je continue de soutenir, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, on a plein de modèles économiques au Sénégal, des sociétés d'État, on peut parler du COUD, on peut parler de la Sénélec, on peut en parler. Voilà, il y a énormément de choses, il y a énormément de scandales. Il y a aussi cette histoire de pétrole avec Petrotim, et dont le frère du président de la République est impliqué. Vous voyez, donc il y a en réalité, il n'y a pas de rupture. On est toujours dans une gestion opaque et nébuleuse. On est toujours dans un système de népotisme et de clientélisme. Et les mêmes, ceux qui étaient dans l'ancien régime avec Abdoulaye Wade, à qui on avait de quoi reprocher, vu qu'ils ont décidé de rejoindre à un moment donné, en tout cas ils ont montré qu'ils étaient disponibles, sont les mêmes qui sont là aujourd'hui dans la nouvelle coalition avec le président de la République, Macky Sall. Donc vous voyez, quelles que soient nos ressources, qu'on ait du pétrole, qu'on ait des richesses, tout ce qu'on fera, on ne peut pas, il n'y a aucun pays au monde qu'on pourra développer avec un tel niveau d'opacité, avec un tel niveau de corruption. Donc c'est important, quel que soit ce qu'on fasse, il faudrait qu'il y ait une véritable refondation politique. Alors, ça, c'est le premier élément. Oui, le premier élément, allez-y. Bon, le deuxième élément, il faut mettre en place un nouvel modèle économique. On prend un exemple. Aujourd'hui, on reviendra tout à l'heure sur la question de la dette qui a complètement explosé. Le FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions... On reviendra là-dessus. Voilà, qui ont donné... voilà, on a un chapitre. On s'est dit à un moment donné, et au jour d'aujourd'hui, quelques mois après, ben, c'est autre chose. Bon, après, ça peut être lié au contexte, on verra très bien. Pourquoi l'endettement a explosé? Parce qu'il y a eu énormément d'investissements non productifs qui ne créent pas de valeur ajoutée réellement pour le pays. Nous avons un chapitre voilà. Pour ça, Tidiane. Et sur cette question-là, il faut travailler. La question de l'éducation, c'est une question importante. Nous sommes un pays où la population est jeune. Le taux de chômage aujourd'hui, il est énorme. Il est énorme, que ce soit dans les campagnes ou autres. L'exode rural des jeunes qui quittent les campagnes, qui viennent toujours dans les villes, ou nos jeunes qui meurent dans des pirogues parce qu'ils essaient de traverser la Méditerranée. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Les éléments que vous citez, oui, à l'actif, négatif à l'actif de Macky Sall aujourd'hui, constituent-ils les points de divergence entre Macky Sall et Thierno Alassane Sall? Absolument. C'est un vrai point de rupture. La question de la transparence, on ne peut pas travailler avec un régime où Thierno ne peut pas, comme nous autres, on ne peut pas travailler avec une telle opacité. À l'origine, oui, au lendemain de sa démission, la démission de Thierno Alassane Sall, oui, on m'a donné votre numéro, je vous ai contacté, mais on n'a jamais pu faire une émission. Pourriez-vous redire ici aujourd'hui la raison qui a poussé Thierno Alassane Sall à démissionner du gouvernement de Macky Sall? Il était ministre. Absolument. Il était ministre de l'énergie. De l'énergie. Tout à fait. Pourquoi a-t-il démissionné? Alors, Thierno Alassane, bon, vous savez, hein, je pense que ce qui est sorti dans les médias, ce que tout le monde disait, c'est par rapport au fameux contrat Total.
Qu'est-ce qui s'est passé contre Total? Bon. Tout le monde n'est pas sénégalais. Et ça, c'est tout le monde qui regarde ce que je fais. On va dire ça comme ça. On va revenir là-dessus. Là-dessus, c'est l'élément en fait qui est sorti. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y a eu pas mal de contradictions en amont. Thierno s'est opposé à pas mal de projets, aussi bien en tant que ministre des Transports, aussi bien en tant que ministre de l'Énergie. Cette autoroute avec Eiffage et autres, je pense qu'il n'était pas d'accord. Il y a eu énormément de centrales solaires que Macky Sall voulait mettre en place, qui auraient encore creusé davantage l'endettement du Sénégal. Et ça, c'est des questions sur lesquelles il a quand même marqué une véritable opposition. Personne n'en parle, parce que, bon, en tant qu'homme d'État aussi, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire, publiquement. Et la question de la transparence, qui est une question réelle, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte, dès que Macky s'est installé, tout ce qu'on reprochait à Abdoulaye Wade, il avait reconduit tout, en fait. Les pratiques étaient les mêmes. Il n'y avait pas de transparence, les marchés c'était de gré à gré. Il y avait des contingences, des accointances avec des personnalités ou des personnes qui n'étaient pas forcément, je pense que légitimement, qui avaient démontré par leur passé, par leur histoire, que ce n'étaient pas de bons gestionnaires, ou en tout cas ce n'étaient pas des gens qui travaillaient pour le pays, mais qui étaient plutôt inscrits dans des logiques d'accaparement de richesses. Voilà. Thierno a démissionné parce que ce contrat, effectivement, l'historique, il en a reparlé à plusieurs reprises. Il était à un moment donné à l'étranger. Macky Sall avait une visite officielle ici. Ici en France. Ici en France. Nous tournons à Paris. À Paris, tout à fait. Et Thierno a été convoqué d'Ardar pour venir signer, soi-disant, un contrat cadre d'exploration. Mais c'était juste un document qui permettrait de rentrer en négociation avec le Sénégal. Et ça, c'était Total. Il s'est opposé un peu, mais finalement il a signé en pensant que de toute façon nous allons rentrer dans le cadre de négociation et puis on verra en ce moment-là ce que nous déciderons. Et il y a eu effectivement cette histoire qui a été une histoire terrible. Pourquoi? Parce que c'est Petrosen, c'est-à-dire que les services d'État. Petrosen, c'est une société sénégalaise qui s'occupe des hydrocarbures et autres, qui a travaillé sur cette question. À l'époque, évidemment, il était ministre de l'énergie. Évidemment, il n'y avait pas que Total. Il y avait Total, il y avait 5 autres sociétés. Il y avait d'autres sociétés qui n'étaient pas françaises. Il s'est avéré que Total, selon l'évaluation qui a été faite par les services d'État, donc ce n'était pas des étrangers qui avaient fait ça, Total n'arrivait pas en première position. Comme toujours. Bolloré n'arrive pas en première position quelque part, mais c'est lui qui gagne le marché à la fin. Et en ce moment-là, évidemment, il y a eu une opposition assez forte avec le président de la République qui a insisté, dont le Premier ministre a aussi énormément insisté. Il voulait coûte que coûte que ce soit Total qui remporte le marché. Malgré toutes les évaluations, aussi bien sur la capacité financière, aussi bien sur les capacités techniques, Total ne pouvait pas être devant. Évidemment, Thierno s'est appuyé sur une étude, sur des études, sur un bench qui a été fait. Il a décidé, évidemment, de ne pas signer ce contrat. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais vous voyez, tout ça, c'est dans le cadre d'un long processus. Il y a eu des oppositions sur énormément de sujets, sur énormément de contrats qui étaient signés de gré à gré. Et souvent, d'ailleurs, quand on regarde la plupart du temps avec des sociétés d'ici, ou en tout cas qui ont des liens assez forts avec... Il faut prononcer les noms, par exemple, vous dites d'ici, on ne sait pas d'ici où. En France, parce qu'on est en France. Oui, tout le monde comprend. Tout le monde ne sait pas. Des sociétés françaises. Voilà. Vous voyez, et ce monsieur-là, ce Thierno Alassane Sall, je pense que ce qui le motive, c'est uniquement l'intérêt du pays. Voilà. Et en ce moment, évidemment, le point de rupture était réel. Il a dit non, je ne signerai pas ce contrat. Je n'engagerai pas, en tant que Sénégalais, ma responsabilité dans cette grande escroquerie organisée. Il a décidé de démissionner. Mais encore une fois de plus, le contrat Total, c'est un contrat parmi tant d'autres. La contradiction qu'il a eue avec le président de Macky Sall sur ce contrat-là, c'est une contradiction parmi tant d'autres. Il y a eu un long cheminement. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le gouvernement, enfin, qui sont dans l'attelage du système, comme Thierno l'a été, qui, à un moment donné, on pensait que peut-être qu'il y avait un combat à mener de l'intérieur. Il y avait des forces qui étaient là, qui voulaient toujours reconduire, perpétuer les anciennes pratiques, mais en se disant, ben oui, il faut se battre en interne.
peut-être qu'on arrivera à faire pivoter la barre, à remettre le Sénégal sur des rails de transparence, de bonne gouvernance, de bonne gestion, pour l'intérêt de tous. Mais donc rompre réellement avec les logiques d'accaparement des richesses. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est un pays où tous les gens beaucoup de gens qui sont passés dans le système, aujourd'hui on parle de milliardaires. Moi je suis en France, et je ne connais pas de ministre, milliardaire, Premier ministre qui n'a pas d'autre modèle économique dans le privé qui peut se prétendre être milliardaire. Oh, aller chercher en Suisse. Hein? Non, je parle de la France. Oui, j'ai pas de ministre français, parce que Cahuzac était ministre, mais il avait des comptes cachés en Suisse. Oui, demandez à Balkany. Hein? Oui, demandez à Alain Thévenoud. Bon, Ouest Fosso, prends-nous la guitare, joue-nous une petite note pour nous adoucir. Alors, pour oublier Balkany. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante. L'affaire Cahuzac a été quand même traitée, a été vidée. Et si vous vous souvenez bien, à l'époque, le président de la République avait exigé que tous les ministres du gouvernement français devaient faire une déclaration de patrimoine. Et je me souviens, parce que ça m'a fait rire à un moment donné, parce que parmi les ministres de Mme Belkacem avait jusqu'à déclarer en fait un petit scooter qu'elle avait acheté. Non, un scooter qu'elle avait acheté d'occasion, je ne sais pas, c'était dans les 1000 euros et quelques. Et si on prend l'ensemble du patrimoine de ces ministres-là, Macky Sall, avec le patrimoine qu'il avait à déclarer à l'époque, mais dépasse. Et Macky Sall, il n'est pas... à ma connaissance, il n'est pas d'une famille d'hommes d'affaires. Il n'a pas hérité. D'ailleurs, on reprochait tous à certains ministres d'être riches. Et quand on regardait leur patrimoine, le ministre français ici, quand on regardait leur patrimoine, c'était vraiment souvent de l'héritage, c'était des biens immobiliers qu'ils avaient hérité de leur famille. Et comment un président de la République ou un ministre sénégalais peut, rien qu'avec son patrimoine, alors qu'on c'est pas un capitaine d'industrie, on ne connaît pas de patrimoine d'ailleurs venant de leur famille, juste une seule déclaration pouvait couvrir l'ensemble du patrimoine des ministres de l'époque. Vous voyez, ça montre un peu quand même, quelque part... Laissons Ouest Fosso nous mettre une note pour adoucir le débat. Pour adoucir l'affaire. Pour adoucir l'affaire, car malgré la situation difficile, on doit quand même garder la banane. Allez, à toi, Ouest. Et surtout, on doit oublier les Balkans de Balkany. Voilà, nous faisons un nouvel album de Ouest Fosso, voilà. Qu'est-ce que tu nous joues là, Ouest Fosso? Bon, alors, on va dire que je survole, je vais faire un aperçu du titre Hello Africa. Donc, allez, à toi, qui est le 11e dans cet album. La caméra, c'est là-bas. La caméra, c'est là. Oui. Hello, hello, hello Africa. Django bien bien, hello Africa. Uzia, Uzia, Osana Africa. I am running on my way home while I see people talking. This is just a nice place where people seem so glad every day. Django bien bien, hello Africa. Come on, Nangadef, Africa. Hello, Django, Yambi Africa. Alors, comme je disais Nangadef en passant, on va peut-être faire plaisir à l'invité avec un son qui pourrait lui rappeler quelque chose. C'est Isakella, best, c'est Lala, Dibis. Bon, je ne suis qu'un niaque, hein. Américain. Best, c'est Lala. C'était 7. Dario Sundo. C'est très sympa, ouais. Merci. Ouais, merci, on se retrouve dans quelques minutes pour une autre chanson, car chez les téléspectateurs c'est tout nouveau, c'est tout frais, vous pouvez le retrouver dans les bacs un peu partout, Ouest Fosso, en commandant sur Amazon. Oui, tout à fait, partout où ils veulent, ils peuvent trouver sur toutes les plateformes légales, notamment toutes les plateformes légales, sans leur faire de la pub. Home Voices.
Home Voices, Home donc Voices, ce sont ouais, les voix, sont donc les voix du terroir. Du terroir, voilà. Et le terroir, ça Les commence- voix comme vocalises, hein, pas les voix intrinsèques. Le ni- terroir, ça commence à Dakar, ça passe par Ndour, ça passe partout jusqu'au Ben, Cap. Voilà. comme on a pu C'est l'entendre comme on a pu l'entendre dans Hello Africa, Très où il y bien. avait notamment Hello, Django, Django, Nangadef, Nangadef, bien, bien, ouais. machin, tout. et ainsi de suite. Alors, Tidiane Sam, Oui. pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un article de votre mouvement politique que j'ai Tout à fait. publié sur JMTV+, chers téléspectateurs, vous pouvez le retrouver. Il est intitulé Sénégal 2 points. À quoi joue le FMI, la Banque mondiale et Macky Sall? Je vais vous lire le premier paragraphe et nous allons commenter. Le FMI vient finalement d'admettre que la dette du Sénégal est dans une trajectoire insoutenable, après avoir longtemps décerné des quitus au gouvernement. Tout à fait. Dans un document publié en janvier 2020 et révélé par la presse, le FMI baisse radicalement sa notation de la qualité de la dette du Sénégal. À la page 16 du dit document, le FMI explique que la nouvelle analyse de soutenabilité de la dette du Sénégal préparée par le FMI et la Banque mondiale montre que le niveau d'insoutenabilité de la dette est passé de faible à modéré. Le Sénégal a triplé sa dette depuis 2008. Je vais m'arrêter là. L'article, chers téléspectateurs, vous le retrouvez sur jmtvplus.com intitulé Sénégal 2 points. À quoi joue le FMI, la Banque mondiale et Macky Sall? Alors, cet endettement du Sénégal qui a triplé en une dizaine d'années, officiellement, car si on regarde bien, elle avait triplé avant 2020. Nous sommes au début 2020, donc elle avait triplé certainement autour de 2018 peut-être. 18. Peut-être même avant. Alors, comment expliquez-vous cette dette du Sénégal qui a triplé en une dizaine d'années? Ben écoutez, c'est très simple. Depuis que Macky Sall est là, il y a énormément de projets. Le projet. Des projets non productifs. On prend un exemple très, très simple. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est la raison qui parle ou... Enfin, c'est... ou c'est quelqu'un peut-être qui voulait un peu faire comme les pharaons, construire des pyramides. Il y a un centre, c'est le fameux centre international d'Abdou Diouf, qui est à Diamniadio. C'est la nouvelle ville, là. Oui, c'est la nouvelle ville. On m'a amené visiter là en décembre. Tout à fait, qui est en construction en ce moment. Oui, sur l'autoroute, là. Tout à fait. Je suis là. Alors, rien que ce centre-là, il faut compter à peu près 50 milliards de francs CFA. Un bâtiment. Donc, c'est un centre de Un bâtiment conférence. qui est colorié, là. Comme si c'était un immeuble de verre rond, là. Oui, oui. Enfin, Oui, je vois bien. Sur l'autoroute, on le voit. Là. tout à fait. Tout à fait. 50 milliards de francs CFA. Donc, il y a à peu près 35 milliards pour la construction juste. Et il y a à peu près 15 milliards qui ont été mis en place pour les accès, la bretelle, enfin tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un marché de gré à gré qui a été donné aux Turcs. Évidemment, il y a de l'endettement. Les frais financiers, je ne sais pas à combien ils s'évaluent, mais il faut compter à peu près 10 milliards. Le coût de cet endettement-là. C'est un... Et là, on parle juste de l'investissement, c'est-à-dire que des immobilisations faites. Mais après, vous savez, comme tout bâtiment, un bâtiment aussi grand, aussi prestigieux, les frais généraux vont exploser. Il faut de l'entretien, il faut de l'électricité, il y a un certain nombre de charges courantes qui sont là et qui vont être supportées par qui? Par nous. Mais juste pour rester sur la question de l'endettement, à peu près 50 milliards et avec à peu près 10 milliards. On peut prendre le fameux bloc administratif. Et le bloc administratif, j'ai vu la télévision française faire un reportage là-dessus. D'accord, je ne l'ai pas vu. Bon. Le fameux bloc administratif, c'est 35 milliards. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un bloc qui vient d'être livré. Il y a déjà des fissures. Il y a déjà des malfaçons. Ça avait été confié à qui de gré à gré aussi? Ça a été confié toujours à des boîtes étrangères. Laquelle? Vous avez cité les Turcs, il faut maintenant contrebalancer en citant l'autre truc. Ça a été confié à quelle entreprise? Je ne peux pas vous la donner, le nom de l'entreprise, mais c'est toujours des modèles économiques étrangers qui gèrent. Donc c'est un bloc quand même qui a 30 milliards de francs CFA. Est-ce que c'était nécessaire, sachant que nous, on a un bloc administratif à Dakar qui a été refait
où il y a eu énormément d'investissements qui ont été aussi injectés pour le remettre en place. Mais est-ce que c'était nécessaire de mettre ça en place? Et en plus, livraison d'un bâtiment où il y a pas mal de problèmes. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui le disent. Au jour d'aujourd'hui, c'est assez compliqué. On peut prendre aussi le fameux stade là qu'ils comptent construire pour les Jeux des jeunes. Oui, je suis allé dans cette zone-là, une zone balnéaire où on est en train de... Je suis allé ce jour-là en décembre, on terrassait cet endroit-là pour construire, oui. 155 milliards. 155 milliards. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, au Sénégal, je ne sais pas, je ne suis pas un grand amateur de football. Je crois que l'équipe de foot la plus connue, si elle jouait, c'est JA. Jeanne d'Arc. Voilà. Jeanne d'Arc de Dakar. Tout à fait. Et je pense qu'il ne pourrait pas réunir plus de 3000 spectateurs. Et on construit un stade de combien de places là? C'est beaucoup plus que 3000 places. C'est 155 milliards. Ça, c'est le coût de la construction. On peut prendre le fameux Dakar Arena. Bon, même si c'est les Chinois qui ont fait des choses. On a vu que dans d'autres pays où ils ont plutôt donné un hôpital, plutôt une université, plutôt que donner ça. Vous voyez, donc c'est pour dire que ce régime, les investissements qui sont faits, c'est des investissements non productifs. Nous, on a donc forcément, ça alourdit le coût de la dette. Je vais quand même essayer de défendre le président Macky Sall. Allez-y. Est-ce que c'est pas tout simplement un visionnaire qui sait que la population va grandissant et dans 20 ans, on aura besoin de telle infrastructure à tel endroit? Voilà, je ne défends pas Macky Sall, que je n'ai jamais rencontré en le disant, en posant cette question. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est juste un visionnaire? Alors, soit, peut-être que c'est un visionnaire. Moi, je veux bien qu'il soit un visionnaire, mais j'essaie juste de voir la pertinence. Au jour d'aujourd'hui, le premier exemple que je donne, le Centre international Abdou Diouf. D'accord? C'est quand même 50 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ce centre-là peut créer comme valeur ajoutée pour le pays? Qu'est-ce que ce centre-là peut créer comme emploi? Est-ce que ce centre-là, il peut y avoir une montée en charge de son activité au point que les produits qui sont tirés de ce centre-là puissent financer, rembourser la dette? Non, c'est impossible. Donc ce n'est pas logique. Oui, quand on est visionnaire, oui, il faut des routes, oui, il faut des infrastructures, il faut que les produits puissent circuler, il faut qu'on puisse vendre. Oui, mettons de l'argent dans l'éducation plutôt. Pourquoi ne pas mettre de l'argent aujourd'hui? C'est la formation. On prend un exemple. Wade, c'est quelqu'un que moi j'ai combattu à l'époque. Mais il a au moins le mérite il a pu ouvrir des écoles un peu partout. Évidemment, il y a un problème de niveau qui se pose parce que au moment où il ouvrait ses écoles à l'intérieur des pays, pour que le fils des paysans, qui jusqu'ici, par exemple, je prends l'exemple de la Casamance, dans certains endroits, il fut un temps, à l'époque, quand on avait un enfant, pour qu'il aille au collège ou au lycée, il fallait l'envoyer à Ziguinchor. C'est pas tout le monde qui pouvait envoyer ses enfants à Ziguinchor. On peut prendre l'exemple du Nord. Il fut un temps, c'est simple, si après l'école primaire, il faut envoyer les enfants dans les grandes villes. Oui. Donc au moins, voilà, pour qu'il n'y ait pas une rupture d'égalité par rapport à l'accès à l'éducation, il a pu ouvrir des écoles un peu partout. Oui, c'est important. Après, la question de la formation des instituteurs se pose, parce qu'il a fallu recruter énormément aussi pour pouvoir faire face, pour pouvoir justement scolariser tous ces enfants-là qui jusqu'ici n'avaient pas accès à l'éducation. Quand on pense au futur, on pense à ça. Comment faire pour que les nouvelles générations, comment faire parce que nous sommes un pays jeune, où est-ce qu'on doit mettre de l'investissement pour créer des compétences, pour que ces compétences elles-mêmes, qu'elles puissent créer de la valeur ajoutée localement. Sur la question de l'artisanat, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'industrie du cuir, nous on avait fait un papier là-dessus, sur le cuir. On a plein de gens qui travaillent sur le cuir pour faire des chaussures, mais qui ne peuvent pas être compétitifs parce qu'ils ne sont pas formés sur les finitions et autres, parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure. L'idée aujourd'hui, je dis, c'est pensons à demain, mais penser à demain, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il puisse y avoir davantage de valeur ajoutée? Mais si on prend la totalité, par exemple, de ces investissements que je viens de citer, il n'y a pas de valeur ajoutée possible. Alors, donc il n'est pas du tout visionnaire, mais je précise quand même, moi j'aimerais bien un jour, et ça viendra ce jour-là, qu'on sache que tous ces marchés qui ont été filés de gré à gré, quels sont les dessous? Quelles sont les négociations parallèles qui ne sont pas justement dans le contrat? Vous m'arrachez la question. Et ça, c'est important. Je voulais bien vous demander, pensez-vous que ces marchés filés de gré à gré cachent quelque chose? Est-ce que quelqu'un s'est fait un bon petit pactole planté quelque part?
Écoutez, je vous invite à aller étudier un peu la question du TER, par exemple. Le TER, le train qu'ils ont mis en place il y a quelques temps. Oui, j'ai vu un train là, mais on avait fait les rails sur 100 mètres, pas plus. Bon, là, peut-être j'exagère. En fait, c'est très simple, on n'a pas besoin d'être un Ça fait pas 500 mètres. Donc, pour moi, quand j'allais à Dakar, j'étais certain que ce tramway-là circule dans tout Dakar. J'arrive, mais où est le tramway? On me dit, ah non, on a juste fait les rails sur 500 mètres pour montrer ce qui pourrait arriver. Donc, amenez-moi voir ça. Non, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a quand même plus que 500 mètres. Il y a eu des rails qui ont été construits. Il y a eu un train, un TER qui est là, qui a été inauguré, bien sûr, avant les élections. Oui, juste avant les élections. Et évidemment, ils n'étaient pas prêts. Ils ont arrêté. Ils ont tout arrêté. Et d'ailleurs, on attend toujours. Bon. Ah ouais, si tu m'entends ça. Le train a été inauguré juste avant les élections. Et après les élections, tout est arrêté. Donc, on m'a dit, voilà, le train, mais il ne bouge pas. Ah bon? Moi, je suis sûr que je vais monter dans le train. C'est un train électoral, alors. On peut dire ça comme ça. Mais en fait, c'est important parce qu'on en rigole, mais c'est beaucoup plus vicieux que ça. Parce qu'autant de milliards, on prend l'exemple des trains, on peut faire une comparaison avec d'autres pays qui ont eu les mêmes projets. Vous allez vous rendre tout de suite compte que les budgets, les investissements qui ont été engagés, parfois peuvent être même le triple de ce qui se fait ailleurs. J'aimerais bien inviter les gens à aller voir. Est-ce qu'il y a de la corruption? En Éthiopie, je ne sais pas. Parce qu'en Éthiopie, j'ai été en Éthiopie il y a cela 12 ans. Oui. Quand j'y repasse aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ils font, ces gens-ci? Oui. Comment ils font, les Éthiopiens? Ceux que nous appelions hier les rachitiques et consorts, comment font-ils? C'est un exemple pour l'Afrique. Donc vous voyez, donc la question, quand je parle de la question de la transparence, de la question de la bonne gestion de nos deniers, une rupture réelle avec les logiques d'accaparement de richesse, ça veut dire beaucoup de choses. La meilleure façon de s'enrichir pour beaucoup de chefs d'État, pour beaucoup de gens qui sont dans les systèmes, c'est les grands projets. Les grands projets. C'est les grands projets. Et l'opacité qui tourne. Un jour viendra, oui, évidemment, on jettera en code tout ça. C'est même une question de souveraineté. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer. Oui, il y a une alternance, il y a de nouveaux qui viennent, qui s'installent. Il n'y a pas une réédition des comptes. On n'essaie pas de voir ce qui a été fait en amont, mais c'est un vrai manque à gagner. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles ont été pu construire, qu'on aurait pu construire avec cet argent-là? Ou même le faire, mais rester à des prix compétitifs. Vous savez, il y a un ami qui me disait il n'y a pas longtemps, il n'y a rien de plus facile que de négocier avec un corrompu. C'est très simple. Il n'y a rien de plus facile que de négocier. Il ne pensera pas à l'intérêt général, il ne pensera pas à l'intérêt pays. Oui. À partir du moment où il ne pense pas à l'intérêt général ou l'intérêt pays, évidemment, c'est facile. Ouais. Parce que lui, il cherchera à comprendre ce que ce projet va lui rapporter. Voilà. Et tout ça, tout cet argent de corruption, parfois qui peuvent aller de 20 ou 30% sur certains projets, ou même 40% sur certains projets, posons-nous la question, où va cet argent? Et mettons ça en parallèle avec ces milliers de gens justement qui prennent les pirogues, qui meurent dans la Méditerranée. Et on reviendra là-dessus. Dites-moi, Macky Sall, le président Macky Sall s'était engagé, dès son premier mandat, à n'en faire qu'un de 5 ans. À l'époque, un mandat courait sur 7 ans. Il avait trouvé cela long et voulait le réduire immédiatement à 5 ans. Tout à fait. Et n'en faire qu'un seul. Oui. J'ai été surpris de voir qu'il a finalement fait 7 ans et il a un second mandat. Bon, on l'a tous entendu. Il n'a pas tenu parole alors. Parce que j'étais ici assis en France, mais je suis au Sénégal. Il n'a déjà pas tenu parole de ne faire qu'un seul mandat. De le réduire à 5 ans, il ne fait que 5 ans et s'en aller. Il en a fait 7. Il a fait un second. Et aujourd'hui, j'entends des juristes sénégalais venir nous raconter que le changement de règles de loi n'est pas rétroactif. Macky Sall n'est en fait qu'à son premier mandat de cette... C'est quoi ce charabia? Alors, prenons les choses déjà depuis le début, quoi, en fait. Oui. On a tous entendu Macky Sall dire, à l'époque, quand j'avais été élu, je ne ferai que 2 mandats. Et je m'engage... Il a dit 1. Vous avez entendu 2? Moi, j'avais entendu 1. Non, 2. Bon, voilà. J'avais mal entendu. Une aurait été... En fait, qu'il va réduire le nombre de mandats. Il va limiter les mandats à 2 ans. Et puis, ce sera des quinquennats. Et que lui-même, il s'engage... qu'il va faire que 5 ans pour son premier mandat. Ah, il va faire que 5 ans pour son premier mandat. Alors, c'est vrai qu'il a été élu à l'époque, dans le cadre de la loi de l'époque, pour 7 ans. 7 ans.
Mais il a pris un engagement. Et on se souvient tous, je ne sais pas à quelle occasion, où il était avec Sarkozy, qui disait « Ah oui, ben, je connais très peu de présidents dans le monde qui sont élus pour 7 ans, mais qui ne décident d'en faire que 5 ans. » Que 5. Bon. Et il n'a pas fait que 5. Et finalement, il en a fait 7 ans. Il en a fait 7 ans pour le premier mandat, soi-disant que la loi ne permettait pas, ne lui autorisait pas à faire que 5 ans. Alors, il y a deux choses. Avait-il une majorité à l'Assemblée nationale? Oui. À ce moment-là? Oui. Ça veut dire qu'il aurait pu influencer ses députés pour leur dire, vous me changez cette loi-là, changeons cette loi-là. Il aurait pu. Mais non, c'est même pas ça, c'est une question de responsabilité et de légèreté. On est président de la République, on est candidat, on veut être président de la République. Quand on prend un certain nombre d'engagements, il y a deux choses. Soit alors il était complètement incompétent, et je n'ose pas penser que c'est de l'incompétence, parce que prendre un tel engagement et au dernier moment dire oui, ben finalement ce n'est pas possible parce que je suis obligé de faire 7 ans parce que j'ai été élu pour 7 ans. Donc il n'a pas déjà respecté sa parole, ça c'est pour le premier mandat, d'accord? Et maintenant il a fait ce premier mandat-là et il a été réélu. Et là il est en train de faire le deuxième mandat. Théoriquement, le deux mandats c'est fini. J'ai pas trop envie de rentrer dans ce débat parce qu'aujourd'hui les ballons de sonde qu'il lance, la loi n'est pas rétroactive, le premier mandat concerné par la réforme c'est ce mandat-là, c'est son deuxième mandat, donc peut-être qu'il lui reste la possibilité de faire un deuxième mandat. C'est un faux débat et je pense que c'est une façon aussi de nous détourner des questions essentielles. Les questions essentielles, c'est celles qu'on est en train d'évoquer. On prend le cas de Chirac. Voilà, j'allais mettre le cas de Chirac sur la table. Il a été élu pour 7 ans. Pour 7 ans en 1995. Il a fait la réforme pour ramener le mandat à 5 ans. Et en 2002, il est toujours limité à 2 mandats. Il s'en va en 2007, il n'a pas dit que la réforme n'est pas rétroactive. Le problème ne s'est pas posé. Bon, après, parfois... le soleil s'attape très. En Afrique, on aime bien copier tout ce qui vient de France, même ce qui est mauvais, comme disait mon ami le professeur des universités Gérard André sur ce plateau la semaine dernière. En Afrique, on copie tout, même ce qui est mauvais. Mais quand il faut copier quelque chose de fondamental comme ceci, non, on me parle d'un second mandat que Macky Sall devrait faire parce que la réforme n'est pas rétroactive. Ça, je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous, Sénégalais, vous comprenez cela? Non. Non. Moi, je ne le comprends pas et je connais beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Mais après, vous savez, pour l'instant, pour moi, il ne faut pas trop de détourner les gens des choses essentielles. On verra le moment venu. Je pense que tout ça, c'est de la diversion. On lance des ballons de sonde pour voir comment c'est perçu. Et puis, ça permet aussi de détourner les gens des questions essentielles. Les questions essentielles, c'est les questions d'énergie. C'est la question de la Sénélec. Les questions essentielles, c'est la question aussi aujourd'hui de l'autoroute à péage, Eiffage. Les questions essentielles, c'est aujourd'hui la question des Petro-Tim avec son frère Aliou Sall qui est impliqué. Les questions essentielles, c'est tous ces rapports de l'OFNAC, de l'Office national contre l'enrichissement illicite. C'est tous ces rapports-là où on a du mal à les transmettre au procureur de la République. Ou beaucoup de rapports où Macky a décidé de mettre son coude là-dessus. Les questions essentielles, c'est ça. Les questions essentielles, c'est les questions qui engagent son camp. Une question essentielle, c'est l'augmentation du prix de l'électricité qui risque d'intervenir. Ben oui. Sous la pression de la Banque mondiale du FMI. Ben bien sûr, parce que justement, quand l'une des conditions de la Banque mondiale pour leur accorder une nouvelle ligne de presse, c'était ça. Ça veut dire que les Sénégalais vont devoir payer plus cher leur électricité désormais. Absolument. Il faut qu'ils payent plus cher. Parce qu'en fait, tout ça, ça vient... Après, vous savez, c'est une chaîne de responsabilité. La gestion de ce qui était là il n'y a pas longtemps, la gestion de ce qui était là avant, mais la responsabilité finale, au bout du compte, il faut être sérieux. C'est le président de la République, Macky Sall. Voilà, c'est cette question-là. Une très mauvaise politique énergétique, même sur les questions d'énergie, on a fait des investissements faramineux qui ne sont pas du tout forcément peut-être cohérents pour régler. Donc le coût du kilowattheure au jour d'aujourd'hui, pour produire de l'électricité est supérieur et 2 fois même supérieur à ce qui se fait un peu partout à travers le monde. Et donc ça, c'est un vrai problème. Le FMI leur dit, ok, très bien. Dans les 3 ans à venir déjà, on ne vous fera pas de ligne de crédit supplémentaire. Voilà, dans les 3 ans à venir. Parce que vous passez des risques faibles à modérer. Le calendrier, le timing est d'ailleurs bizarre.
Alors que les Tcherno et plein d'autres gens avaient évoqué cette situation à l'époque. Mais on a voulu attendre, peut-être que les élections passent et tout ça, en fait, voilà, pour sortir ça. C'est une injonction réelle du Fonds monétaire international. Donc, vous voyez, même sur la question de la souveraineté, il y a un vrai problème qui se pose. On a voulu attendre que les élections passent, plutôt que d'alerter sur des questions essentielles sur notre niveau d'endettement en amont. Une fois que c'est passé, oui, évidemment, aujourd'hui, les FMI... Mais dites-moi, je ne sais pas si, Westphoso, si tu comprends comme moi, pourquoi attendre les élections passées avant d'alerter un pays sur ses faiblesses en matière d'endettement?